où il y a un sérieux problème, c'est quand on commence à penser qu'on peut répondre à un fondamentalisme, entre guillemets, religieux, par un fondamentalisme politique. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina doit faire face à deux fondamentalismes, un fondamentalisme terroriste et un fondamentalisme politique, qui se dit souverainiste, panafricaniste, et ce qui est d'ailleurs une façon de dénaturer le panafricanisme, parce que je ne comprends pas comment on peut être panafricaniste tout en étant tribaliste, tout en engageant, tout en stigmatisant une partie de la population. C'est un courage à vous et à toutes les victimes du terrorisme, mais aussi de la barbarie et de la méchanceté gratuite dont sont victimes certains Burkinabés. On arrive à présent au troisième et dernier intervenant de cette soirée, M. David Gakounzi. Bonsoir, cher David. Vous êtes en ligne. Vous m'entendez? Oui, je suis là, je vous entends très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous venez de la région des Grands Lacs. Vous avez passé une grande partie de votre vie à sillonner l'Afrique et le monde et à œuvrer pour la paix. En partant de votre parcours et de votre expérience, quel est le regard que vous portez sur la crise sécuritaire qui prévaut aujourd'hui au Sahel? Merci. Je voudrais d'abord exprimer toute ma solidarité à Barry et à toutes les victimes actuelles. Il y a quelques années, il y a 2 ans, j'étais venu au Burkina Faso et j'en suis reparti triste et j'avais peur, vraiment peur pour l'avenir du Burkina. Pendant longtemps, le Burkina a signifié pour nous autres Africains, notamment nous qui avons vécu pendant des années de guerre dans la région des Grands Lacs, le Burkina signifiait un pays paisible, un pays de quiétude. Alors, voir ce basculement actuel, ça fait très mal. Mais c'était un basculement, je dirais, prévisible. Prévisible d'abord parce que cette guerre-là dure maintenant presque 30 ans. Elle a commencé en Algérie avec la décennie noire. Ensuite, les terroristes se sont installés dans les montagnes du nord Mali. Ils ont étendu leur influence sur tout le Mali et progressivement sur tout le Sahel. Alors là où il y a un sérieux problème, c'est quand on commence à penser qu'on peut répondre à un fondamentalisme, entre guillemets, religieux par un fondamentalisme politique. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina doit faire face à deux fondamentalismes, un fondamentalisme terroriste et un fondamentalisme politique, qui se dit souverainiste, panafricaniste, et ce qui est d'ailleurs une façon de dénaturer le panafricanisme, parce que je ne comprends pas comment on peut être panafricaniste tout en étant tribaliste, tout en engageant, tout en stigmatisant une partie de la population. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui était déjà dans le discours. Vous savez, les phénomènes d'extermination des populations, c'est facile de les déceler quand on écoute le discours politique ou le discours ambiant. Tout commence toujours par le langage. Les crimes sont d'abord inscrits dans le langage. On rend les gens possibles dans la langue et après, c'est facile de passer à l'acte. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème aussi, c'est que on est arrivé au stade où on pense que la guerre doit être confiée aux militaires. On ne gagne pas une guerre en la confiant aux militaires. Les militaires, c'est un corps technique. Hein. Ce n'est pas aux militaires de définir comment une société fait face à une menace extérieure ou intérieure. Parce que quand on fait cela, il y a le risque que la politique soit réduite seulement à un langage
de guerre. La politique redevient exclusivement une question de guerre. Alors que si on veut résoudre un conflit dans une société, il faut avoir une analyse politique, il faut analyser la nature du conflit. Et je pense que l'une des erreurs qui a été commise aussi bien au Burkina que dans le Sahel, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore parvenu à nommer politiquement le problème. On dit c'est le terrorisme, mais qu'est-ce qu'il y a comme idéologie derrière ce terrorisme-là? C'est quoi, politiquement? Parce qu'il peut y avoir plusieurs sortes de terrorisme. Parce que tant qu'on n'a pas nommé le problème, on ne peut pas essayer de comprendre comment il évolue. Par exemple, ce terrorisme-là a su très bien, je dirais, manœuvrer, exploiter les contradictions locales, les conflits locaux. Il s'est installé parce qu'il y avait des problèmes dans la société, parce qu'il y avait des problèmes dans la région, parce qu'il y avait des inégalités, parce qu'il y a plusieurs raisons. Et ces questions-là, ces questions politiques, il faut oser les poser. C'est facile de se réfugier dans une dynamique de fabrique des ennemis. Hein. On fabrique des ennemis intérieurs, on fabrique des ennemis extérieurs. On appelle cela la lutte contre l'impérialisme. La lutte contre l'Occident, c'est devenu la lutte contre l'impérialisme. Ce qui est paradoxalement, je dirais presque une imitation du discours même de ces terroristes-là. Parce que le terrorisme au niveau du Sahel, ou le terrorisme qu'on appelle le djihadisme, son discours principal, c'est la lutte contre l'Occident, la lutte contre la modernité. Et là, aujourd'hui, au nom de la lutte contre le terrorisme, on reprend exactement le même logiciel politique en disant qu'on lutte contre l'Occident, etc. Donc, je pense qu'il y a d'abord une question d'éclaircissement politique. Quelle est la nature du conflit et comment on y fait face politiquement et militairement dans un cadre défini par toute la société et non par un cadre où on donne le feu vert, carte blanche à un chef. Parce que cela est très dangereux pour une société. Je dirais qu'ensuite, on est devant deux dangers. C'est la violence contre la société, hein, la violence, la double violence, la violence des terroristes et la violence des forces qui devraient normalement protéger la population. Mais ensuite, il y a cette lutte contre la vérité, hein, cette propagande. Une propagande qui vise à diviser les gens, qui vise à stigmatiser une population et qui essaye de trouver des ennemis extérieurs et en vérité qui finit par isoler le Burkina Faso. Vous savez, on ne gagne une guerre comme celle-là que quand on est clair sur les objectifs politiques, mais surtout quand on arrive à faire l'unité de la société. Il faut unir les gens et non pas les diviser et non pas priver la société. Et deuxièmement, quand on arrive à construire des alliances au niveau régional et international. Or là, on fait tout le contraire. On divise les Burkinabés, on reprend un langage qu'on a déjà entendu dans des États staliniens, ce langage-là d'apatride, par exemple. Ce n'est pas nouveau, hein. C'est un langage qui a été utilisé par Staline, c'est un langage qui a été utilisé par Idi Amin. Hein. Le tyran Idi Amin, il appelait apatrides les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et même à l'époque de la Guinée de Sékou Touré, on appelait apatrides les gens qui n'étaient pas d'accord avec le régime de l'époque. Donc, on divise les gens, on disqualifie les gens, tout en se proclamant en même temps panafricaniste, ce qui est un paradoxe. Et ensuite, on isole le pays et on va chercher un nouvel impérialisme. On prétend lutter contre l'impérialisme et on le remplace par un autre impérialisme, notamment avec cette alliance avec la Russie. Parce que s'il y a aujourd'hui une puissance impérialiste dans le monde qui mène une guerre ouverte par rapport à un pays voisin, c'est bien la Russie. Et il ne faut pas aussi l'oublier, c'est que la Russie, l'objectif de la Russie, c'est de déconstruire l'ordre international. Or, c'est cet ordre international qui nous permet d'assurer nos propres souverainetés. Cet ordre international qui a été construit après 1945. Si cet ordre international est déconstruit, ça veut dire qu'on entre dans
dans la loi de la jungle. Et dans la loi de la jungle, la Russie pourra se défendre, la Chine pourra se défendre, puisqu'ils sont assez puissants, mais nous autres petits pays africains, on sera bouffés. Nous sommes, par cette démarche-là, en train de contribuer nous-mêmes à créer les conditions de notre propre recolonisation, à créer des conditions du retour au 19e siècle, en suivant aveuglément des alliés que l'on a décidé de proclamer que, par essence, eux, ils ne seraient pas guidés par des velléités colonialistes. C'est tragique ce qui se passe aujourd'hui. Justement, comment dans ce contexte-là, Monsieur David, comment dans ce contexte-là, vous voyez l'avenir des pays sahéliens finalement? Vous savez, vous êtes dans une situation, je dirais, difficile. Pas seulement vous, mais toute l'Afrique. Aujourd'hui, comme je le dis, on n'est pas dans une guerre mondiale, mais on est dans un monde en guerre. Et l'Afrique, toutes les régions de l'Afrique aujourd'hui sont touchées par des guerres. Et il y a une nouvelle ruée vers l'Afrique, par des puissances qui ne sont pas nécessairement des puissances européennes ou occidentales. Regardez le rôle, par exemple, des Émirats arabes unis aujourd'hui, qui investit 10 milliards sur tout le continent africain, qui est impliqué dans la guerre en Libye, qui est impliqué dans la guerre au Soudan. Je ne vais pas citer toutes les autres puissances qui sont en train de débarquer en Afrique. Donc, si nous, on n'a pas une stratégie collective unifiant nos forces et arrêtant ces guerres internes, hein, on est en train on se fragilise nous-mêmes. Et je pense qu'il y a trois scénarios possibles. Premier scénario, c'est le pourrissement actuel. On continue de cliver la société, on continue de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Deuxième scénario, la dérive génocidaire, qui a déjà commencé. Parce que quand on s'en prend aux peuls, quand on s'en prend aux gens pour des délits de faciès, on est déjà dans une dérive génocidaire. Les massacres dont j'ai entendu parler, ce sont des actes génocidaires. Donc, cette dérive génocidaire risque de continuer. Et troisième scénario, qui pour moi est le scénario positif et sur lequel nous devons tous travailler, c'est nous mobiliser tous pour qu'on revienne à la politique. La politique, c'est quoi? C'est accepter de résoudre des contradictions dans une société en passant par le dialogue, en passant par l'analyse, en acceptant le réel, et non pas en se réfugiant dans des idéologies ou dans des discours de fuite, en fait. Hein. Donc, revenir au dialogue, revenir à la politique et définir ensemble quelle est la nature du problème et comment la société burkinabé ou les sociétés sahéliennes s'organisent pour faire face à ce problème-là, que ce soit en termes militaires, mais aussi en termes politiques. Parce qu'il y a des jeunes qui meurent, qui sont quelque part manipulés par ces mouvements terroristes-là. Comment on fait pour les réintégrer dans la société? Est-ce qu'on garde seulement une logique de guerre totale ou est-ce qu'on se dit comment on traite la question d'une manière politique? Et je dirais que l'un des problèmes qu'on doit affronter aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes, une génération de jeunes sans avenir, qui est en colère et surtout qui n'a ni mémoire, hein, qui est dépourvue de mémoire, c'est une génération sans mémoire et sans formation politique. Et cette jeunesse-là est manipulable par tous les vendeurs de haine, par tous les entrepreneurs de haine. Et cela, c'est très dangereux pour une société. Faites vraiment attention, parce que ce qui est en train de vous arriver, moi, je l'ai vu arriver dans la région des Grands Lacs. Les gens dans la région des Grands Lacs ne sont pas plus barbares que n'importe qui. Mais une société dans une situation de guerre, avec des discours clivants, avec des discours disqualifiant toutes les voix critiques, est une société en danger. Et quand les gens sont en danger, quand il y a une dynamique où toute voix critique est interdite, où il y a un climat de peur, où on arrive à banaliser la cruauté,
c'est une société qui est vraiment en danger. Mais l'histoire est toujours ce que les hommes choisissent d'en faire. C'est à nous tous de nous mobiliser pour que le pire n'arrive pas au Burkina, comme c'est déjà arrivé dans d'autres pays en Afrique. Passer la parole à David Gakouzi, qui a également des contraintes. Donc, Monsieur Gakouzi, vous avez la parole. Merci. Fadel a raison. Il faut qu'on s'organise en suivant ce que vous êtes en train de faire là. Vous nous avez réunis. Il faut que vous nous montriez comment on pourrait continuer à travailler ensemble pour faire face à cette propagande-là qui est en train de zombifier carrément nos jeunes. Donc, lutter contre la propagande, mais en même temps, réaliser que nous avons une grande force, c'est-à-dire on peut être une force de proposition. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, par exemple, une sorte de forum civique panafricain qui peut être jouer en même temps un rôle diplomatique, de médiation ou de proposition citoyenne. Nous autres citoyens, nous avons une force, il faut que nous nous en rendions compte. Le mouvement de Fadel, à l'époque, a fait beaucoup, a montré qu'on pouvait changer une dynamique dans une société. Donc, toutes ces expertises-là, il faut qu'on les mette ensemble et qu'on se dote d'un outil qui nous permettrait à la fois de faire face à la propagande, mais en même temps de pouvoir influer sur les dynamiques, y compris politiques, en faisant remonter la voix citoyenne et en montrant qu'il y a d'autres alternatives en Afrique et que nous ne sommes pas des pays et des populations voués à applaudir, applaudir des chefs qu'on nous sort de je ne sais pas où, qui sortent de nulle part, et surtout à ne pas rentrer à ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est la guerre contre la misère, c'est la guerre contre la violence et c'est la guerre contre l'ignorance. Revenir aux choses essentielles, parce que c'est Cabral qui le disait, il disait il ne faut jamais oublier que quand nous nous battons pour que la vie quotidienne des gens s'améliore. Donc, il faut qu'on arrive à ramener les questions essentielles du quotidien des Africains à la table et qu'on sorte de ce nuage-là fumeux de propagande qui nous ramène à des guerres, des guerres inutiles, quoi. On nous amène dans des combats qui n'en sont pas. On nous amène dans des discours anti-impérialistes qu'on ne maîtrise même pas. On nous parle du panafricanisme qu'on ne maîtrise pas. On parle de Sankara, mais on fait tout le contraire de Sankara. Je terminerai là-dessus, puisque Fadel a parlé de Sankara. Sankara serait aujourd'hui vivant et présent à Ouagadougou. Je ne sais pas s'il ne serait pas dans la même cellule que Maître Guy Hervé. Vous pensez aussi à Guy Hervé, et qui normalement devrait être ailleurs pour servir son pays. J'ose croire qu'il n'est jamais trop tard, qu'on peut arriver à revenir à la raison, mais cela dépend aussi des gens qui sont en train d'entraîner ce pays dans l'impasse, qui doivent comprendre qu'on finit toujours par payer le prix de ses actes tôt ou tard, et qu'il est toujours préférable peut-être de revenir vers la voie de l'unification et la voie du bien pour le pays, plutôt que de continuer à entraîner sa société, sa génération, son pays vers des impasses au service des intérêts égoïstes, des intérêts qu'on ne maîtrise pas. Je suis désolé de m'arrêter là parce que je dois voyager tôt. Je suis à votre service si je peux, tout ce que je peux faire pour le Burkina et pour d'autres pays d'Afrique, je le ferai parce que c'est notre devoir de contribuer comme on peut pour la paix, l'unité et le bien-être de nos peuples.